Il est 20 h à Kinshasa, 1 heure de plus à Manono. Nous sommes dans la province de Tanganyika. Voici les titres de l'actualité de ce journal magazine. À la une ce soir, c'est le grand jour pour plus d'1 million de finalistes congolais. Dès ce lundi, les élèves du secondaire affronteront les épreuves de l'examen d'État édition 2026 entre espoir, stress et défis sécuritaires dans l'est du pays. Coup de projecteur sur le lancement de cette session décisive pour l'avenir des millions de jeunes. Kinshasa s'apprête à lancer une vaste opération d'assainissement avec l'arrivée progressive de 4000 éléments du service national dont le premier contingent est déjà sur place à Kinshasa depuis ce samedi. Cette mobilisation d'envergure pilotée par le lieutenant général Kassongo Kabouik vise à renforcer les efforts de salubrité dans la capitale et à accélérer sa transformation urbaine. Des enfants abandonnés retrouvent ici protection, éducation et espoir à l'OCPR. Chaque parcours raconte une seconde chance. Dans ce journal, nous allons faire une immersion dans ce centre où se reconstruit l'avenir. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord, l'actualité. Parlons de ce grand rendez-vous des finalistes congolais qui est arrivé déjà ce lundi 22 juin. Plus d'1 million d'élèves à travers la République démocratique du Congo affronteront les épreuves de l'examen d'État. Au total, 1 079 175 candidats sont attendus, parmi lesquels 484 557 filles, soit près de 45% des inscrits, un record historique de participation féminine qui marque une avancée significative pour l'éducation des filles en République démocratique du Congo. Dans l'est du pays, ces examens prennent une résonance particulière au sud Kivu 2, qui couvre notamment les territoires de Fizi et d'Ouvira. 73 862 filles finalistes, dont 36 780 000 sont des filles qui prennent part aux épreuves malgré une année scolaire fortement perturbée par l'insécurité. Les autorités éducatives rassurent que toutes les dispositions logistiques et sécuritaires ont été renforcées afin de garantir le bon déroulement des examens. Même vigilance au Nord Kivu où les épreuves se tiennent dans un climat sécuritaire tendu, sous haute surveillance. Les élèves et encadreurs affichent néanmoins leur détermination à sauver l'année scolaire entre stress, espoir, ambition. Les milliers de jeunes Congolais jouent ainsi une étape décisive de leur parcours scolaire. Stress, concentration et dernier réglage pour les finalistes congolais. La session ordinaire de l'examen d'État édition 2026 s'ouvre déjà demain sur toute l'étendue du territoire national. À la veille des épreuves décisives, l'inspecteur général à l'éducation et nouvelle citoyenneté Hubert Kimbonza a fait une mise au point sur l'organisation de cette session ordinaire de l'examen d'État. Sur toute l'étendue du territoire national, l'examen d'État aura bel et bien lieu. C'est-à-dire que Bukavu, au moment où je vous parle, est déjà en possession des cahiers d'items pour toutes les filières et tous les candidats de la province. Au moment où je vous parle, Goma est en possession de tous les cahiers d'items pour les 4 journées, pour toutes les filières, mais aussi tous les candidats concernés. À Ouvira, c'est la même chose. Même à Bunagana, même à Minembwe, nos enfants vont passer l'examen d'État comme prévu. La particularité, c'est la rapidité, la fiabilité en réduisant les nombres de jours, les nombres de minutes, le nombre d'heures pour la remontée des informations. Mais aussi, nous avons l'augmentation des nombres de centres de scannage. Grand merci à son Excellence le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, quand vous aviez pris la décision de solder tout ce qu'il y avait comme dette au niveau de nos frères et sœurs du Nord et du Sud Kivu, en ce qui concerne les intervenants de l'année scolaire 2024-2025 pour l'examen d'État. Chers candidats, à vous, je vous souhaite une bonne application.
4000 éléments du service national sont attendus dans la capitale congolaise pour appuyer les travaux de salubrité urbaine. Le premier groupe a foulé le sol de Kinshasa samedi dernier, selon les informations confirmées par le commandement de cette structure, placée sous la conduite du lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik. Ces hommes sont déployés dans le cadre d'une vaste opération d'assainissement visant à améliorer l'image de la ville-province. Sur le terrain, la coordination se fera en appui avec les autorités provinciales. Le gouverneur Daniel Bumba est annoncé en soutien direct à cette initiative qui ambitionne de remettre la capitale sur la voie de la propriété et de raviver son ancienne appellation Kinshasa la Belle. Cette opération marque une nouvelle phase dans les efforts conjoints des autorités pour lutter contre l'insalubrité urbaine et redonner à la capitale son éclat. Des kits d'installation constitués des mousses, seaux et autres effets de première nécessité ont été remis aux bâtisseurs pour mener à bien leur mission. Sortir les enfants des mines artisanales de cobalt et les ramener à l'école, c'est l'objectif du projet d'appui du bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt mise en œuvre par le FNPCS avec l'appui de la Banque africaine de développement. Edith Diala. En Afrique centrale, au cœur de la Copper Belt, la ceinture de cuivre et de cobalt, un important gisement de minerais stratégiques se cache dans le sous-sol du sud-est de la République démocratique du Congo, situé à cheval sur les deux provinces du Haut-Katanga et de l'Oualaba depuis la création de l'humanité. Cette richesse de ressources naturelles contraste avec l'extrême pauvreté de la population qui vit autour des gisements miniers destinés à l'exploitation industrielle et à l'exploitation des mines artisanales de cobalt qui impactent la vie humaine. La couverture sociale du projet comprend 20 sites d'exploitation minière artisanale impactés par les conditions d'extrême pauvreté qui intéressent le projet PABEA Cobalt dans les deux provinces du Haut-Katanga et de l'Oualaba. Comme moyen de diversification de l'économie locale, le PABEA Cobalt a réalisé les travaux d'aménagement et construit des centres de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en agrobusiness, CPE-JAB, des écoles, des centres de santé, des marchés communautaires et autres centres de rattrapage scolaire, CRS, ont été construits dans ce village transformé et modernisé. Comme le chef de l'État dans sa vision globale, le peuple d'abord, là c'est une réalité vivante du peuple d'abord et une action centrée essentiellement sur l'intérêt supérieur de la communauté. Un pari gagné pour Maître Alice Miri Mokabechi, administrateur directeur général du Fonds national de promotion et de services sociaux, FNPSS. Avec son leadership de qualité, elle a réussi à relever le défi de développement social dans la réalisation de la vision sociale du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un hommage mérité pour un pilotage excellent dont la gestion axée sur les résultats s'exécute dans le respect des principes. Les grands défis à relever dans ce projet concernent l'opérationnalisation durable des acquis de ce projet ambitieux et qui devra être un modèle de relèvement social pour d'autres provinces dans la promotion d'une jeunesse responsable qui contribue à bâtir un Congo meilleur pour les générations actuelles et futures. Parlons énergie avec la réhabilitation qui se poursuit à la centrale hydroélectrique de Nseke dans la province du Lualaba. Après le groupe 4, le groupe 3 est désormais entré dans sa phase opérationnelle. À travers ces travaux, la SNEL entend restaurer la pleine capacité de production de cet ouvrage stratégique pour l'approvisionnement en électricité. Yvette Makuntima et Cédric Kenina. Au cœur du Lualaba, une véritable chirurgie de précision est en cours pour renforcer le moteur énergétique de la RDC. À la centrale hydroélectrique de Nseke, la SNEL poursuit la réhabilitation complète du groupe 3 après celle du groupe 4 dans le cadre de son programme de modernisation des infrastructures de production. Mis à l'arrêt depuis février, ces groupes de 65 MW a été entièrement démonté afin de corriger les défaillances liées à son vieillissement et d'améliorer ses performances. Les équipes techniques sont désormais à l'étape du remontage et des derniers réglages avant les essais de démarrage. Sous le leadership de notre hiérarchie, nous avons initié ce travail-là de remplacement de ces boujons et pour le moment, nous sommes dans la phase d'achèvement. Les boujons ont été complètement remplacés et nous sommes en train de finir le travail et nous espérons que tel que nous évoluons, d'ici la fin de ce mois, nous aurons terminé ce travail que nous menons et passer à l'étape des essais qui aboutiront à la remise en service
de ces groupes sur les réseaux. Une fois ces travaux achevés, la centrale d'Enseki retrouvera sa pleine capacité de 260 MW, renforçant ainsi l'approvisionnement en électricité des industries minières et de plusieurs agglomérations du Lualaba et du Haut-Katanga. Et parlons de ces 2 jours de travaux des terrains pour la caravane des infrastructures dans l'espace Grand Bandundu, conduite par le ministre des ITP. Cette mission de visibilité a permis de faire le point sur plusieurs projets en cours d'exécution, notamment ceux pilotés par la CGT. À la manœuvre, le directeur général de cette agence, l'ingénieur Nico Nzaounzaou, qui a guidé cette délégation à travers différents chantiers. Anita Luamboa et Robert Kalemba. La route nationale numéro 1, axe majeur de circulation du pays, est au centre de la caravane des infrastructures initiée par le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda. Dans l'espace Grand Bandundu, après un parcours de près de 600 km depuis Kinshasa, le ministre a inspecté dans la soirée du vendredi 19 juin 2026 la route Petit Kasaï-Boulungu, longue de 87 km et récemment intégrée au programme sino-congolais. Cette route fait actuellement l'objet des travaux de praticabilité permettant déjà la circulation des personnes et des biens entre Boulungu et la RN1. Du directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT, l'ingénieur Nico Nzaounzaou, assisté de la direction provinciale du Grand Bandundu, le ministre a reçu les explications techniques sur l'évolution du projet, dont la phase d'asphaltage est prévue après les travaux en cours. Le samedi 20 juin, John Banzalunda s'est rendu à Kikwit pour inspecter les travaux de modernisation de l'hôpital général de référence de Kikwit 1. Le projet prévoit notamment l'augmentation de la capacité d'accueil de 150 à 650 lits ainsi que la modernisation des infrastructures existantes. La caravane s'est ensuite poursuivie sur la route Bachamba-Gungu-Kakobola, 69 km, où les travaux de praticabilité précèdent le revêtement, puis sur la RN20 Ingundi-Idiofa, où le revêtement est déjà en cours sur 63 km. La deuxième journée s'est achevée au stade d'Idiofa en pleine construction, dont la capacité prévue est de 10 000 places. Nico Nzaounzaou résume. Le ministre a divisé la caravane en 2 parties. La première partie, il est parti de Kinshasa jusqu'à Sakania. Et après, il va prendre la deuxième partie qui partira de Kinshasa jusqu'à Banana. Il apprend beaucoup de choses, mais il a préféré lui-même faire cela sur route. Et ça, c'est une bonne chose parce que ça va donner encore l'espoir à toute la population. Il faut noter que cette caravane a été initiée par le ministre des Infrastructures et Travaux publics afin de rendre davantage visibles les efforts de reconstruction engagés à travers le pays. Elle se poursuivra jusqu'à Sakania, dans la province du Haut-Katanga. En dehors de nos frontières, dans un contexte de défis diplomatiques et sécuritaires sur le continent, la République démocratique du Congo et le Libéria amorcent un rapprochement stratégique. En mission officielle à Monrovia, la ministre d'État Thérèse Kaikwamba-Wagner a jeté les bases d'un partenariat renforcé entre les 2 pays, plaidant également pour une meilleure coordination des positions africaines au Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a été reçue par le président libérien Joseph Nyuma Bokai. Giscard Koussema, Eric Abamba. Les RDC et le Libéria franchissent une nouvelle étape dans le renforcement de leurs relations diplomatiques. En visite de travail à Monrovia, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale, francophonie diaspora congolaise, Thérèse Kaikwamba-Wagner, a multiplié les échanges avec les autorités libériennes en vue de consolider la coopération bilatérale et de renforcer la concertation entre les 2 pays et sur les grandes questions internationales. Au cours de son entretien avec son homologue libérienne, les discussions ont porté sur plusieurs secteurs stratégiques, notamment l'agriculture, le mine, la santé et les transports. Les 2 parties ont également examiné le mécanisme devant conduire à la signature prochaine d'un accord général de coopération ainsi que d'un mémorandum d'entente relatif aux consultations politiques et diplomatiques entre Kinshasa et Monrovia. Et sur le plan multilatéral, les 2 diplomates ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coordination entre les membres africains du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les échanges ont également permis d'aborder les présidences respectives de la RDC et du Libéria au Conseil de sécurité en 2026.
La présidence congolaise, prévue en juillet, accordera une attention particulière aux liens entre la gouvernance des ressources naturelles, les échanges climatiques et les conflits, tandis que celle du Libéria, programmée pour décembre, contribuera à porter davantage la voix de l'Afrique sur les enjeux de paix et de sécurité internationale. Point culminant de cette mission diplomatique, la ministre d'État congolaise Thérèse Kaikwamba Wagner a été reçue en audience par le président libérien Joseph Nyouma, à qui elle a remis un message du président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux personnalités ont évoqué les perspectives des coopérations dans le domaine des transports, de l'agriculture, de mines et de la santé. Cette visite s'inscrit dans la dynamique du dialogue politique engagé entre les deux pays et témoigne de leur volonté commune de renforcer leur partenariat, de promouvoir la coopération africaine et de défendre les intérêts du continent au sein des instances internationales. Entre sport, appel à l'unité et message de vigilance, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a marqué la semaine par son séjour à Houston aux États-Unis en marge de son soutien aux Léopards, auteur d'un nul face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Le chef de l'État a également exhorté les Congolais de la diaspora à cultiver l'unité et à rester attentifs face aux divisions. Pierre Kibambe-Sombouissa. Mardi, le 16 juin 2026, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Houston, aux États-Unis d'Amérique, en compagnie de son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Toujours proche de sa population, de ses compatriotes, le chef de l'État est allé soutenir les Léopards, l'équipe nationale de football de la République démocratique du Congo, qui représente le pays 52 ans après son absence au Mondial 2026. Le président de la République a tenu à valoriser la jeunesse et rassembler la RDC autour d'un grand moment d'unité et de cohésion nationale. Mercredi 17 juin 2026, la République démocratique du Congo a livré une rencontre historique face au Portugal de Cristiano Ronaldo. De la tête, Yohan Wissa a marqué les tout premiers buts de la RDC au Mondial de football. Du haut de la tribune d'honneur, le président de la République a suivi toute la rencontre. Les Léopards étaient à la hauteur de leur entrée en lice. S'exprimant devant les compatriotes vivant aux États-Unis d'Amérique après le match Portugal-RDC, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a vivement salué la prestation des Léopards, estimant qu'ils ont fait la fierté de la RDC. Faisons comme le dit notre hymne national, dressons nos fronts, montrez la dignité d'être Congolais, a dit le chef de l'État. Le président de la République a appelé les Congolais vivant aux États-Unis d'Amérique à l'unité et à la vigilance face aux divisions. Le chef de l'État a notamment évoqué la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et dénoncé les agresseurs de la nation. Leurs complices sont devenus fous. Soyez unis, qu'ils ne vous trompent pas, qu'ils n'utilisent pas le régionalisme pour vous avoir. Refusez de trahir votre pays. Et il y a encore des sorciers. On pensait qu'ils n'étaient qu'au Rwanda alors qu'ils nous ont infiltrés, a indiqué le chef de l'État. Drépanocytose, innovation dans la correction de l'examen d'État et performance historique des Léopards au Mondial 2026. Cette semaine a été marquée en République démocratique du Congo par des avancées sanitaires, une transition numérique dans le secteur éducatif et un exploit sportif retentissant face au Portugal. Retour sur les faits majeurs dans ce résumé de l'actualité hebdomadaire avec Marie-Louise Mbella. Cette synthèse en 5 minutes démarre par une liesse populaire à travers le pays après le match nul RDC et sont sortis tête haute face au Portugal. Ces matchs nuls a suscité une explosion de joie à travers toutes les provinces de la RDC comme à l'étranger. RDC-Portugal, un but partout, score de fierté qui restera gravé dans les annales de l'histoire sportive mondiale. Le gouvernement de la République est sur le point de doter les pays d'une cartographie des données géophysiques à haute portée géologique.
Le directeur général du service national des géologies a dévoilé ses grands projets sur les données scientifiques d'une précision incontournable pour attirer les investisseurs. De Lodja à Loubefou, le vice-premier ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba a effectué une mission de désenclavement économique du Sankoro, l'amélioration des infrastructures et le renforcement de l'activité économique locale. Le premier économiste de la RDC a visité les ponts Manda dont les travaux de construction et de modernisation ont été suspendus, rendant ainsi difficile la mobilité et l'écoulement des marchandises. Le 19 juin de chaque année est consacré à la célébration de la Journée internationale de la drépanocytose, déclarée priorité de santé publique par l'ONU. En République démocratique du Congo, où la maladie est très répandue, les autorités sanitaires locales soulignent l'importance vitale du dépistage précoce. L'Afrique célèbre le 16 juin de chaque année la journée de l'enfant africain, une commémoration qui résonne douloureusement en République démocratique du Congo et particulièrement dans l'est du pays. Comme à Ituri, la guerre continue de jeter des milliers de mineurs sur les routes et dans la précarité absolue. Le destin brisé de ces enfants est devenu les visages oubliés de ces conflits armés orchestrés par le Rwanda. Le processus de correction de l'ex-État est désormais modernisé grâce à l'acquisition du logiciel couplé à l'intelligence artificielle au sein des centres de correction. À quelques jours de la tenue de la session ordinaire de l'ex-État 2026, 4 nouveaux centres de scannage ont été installés dans les villes de Chikapa, Butembo, Gemena et Kisangani. Malgré les niveaux de dangerosité des câbles électriques, la Société nationale d'électricité ne cesse d'enregistrer les cas de vol de ces câbles. La dernière en date est celui survenu à Lubumbashi dans le Haut-Katanga où le voleur a été trouvé mort par électrocution. À Kinshasa, le Centre national de transfusion sanguine s'est rapproché des donneurs bénévoles du sang du district de la Tchangou. Cette unité sanitaire bien équipée est implantée dans l'enceinte de l'hôpital sino-congolais pour récolter les dons du sang afin d'augmenter le réserve en sang et ses dérivés. Aucune disposition restrictive ne peut empêcher les Congolais de réfléchir sur l'avenir de la RDC, ont déclaré les membres de la plateforme politique Alliance des acteurs attachés au peuple, la PEP-AAP, qui soutient les réformes constitutionnelles, a amorcé leur réflexion, devra aboutir à la révision ou encore au changement de la loi fondamentale. Pour terminer cette synthèse, pour améliorer la prise en charge médicale des nouveau-nés en détresse respiratoire, l'UNICEF a implanté au service néonatologie l'usine de production d'oxygène. Le premier dossier de ce journal magazine est consacré aux enfants en situation de handicap du village Bondeko et Pelibanga qui ont marqué la journée de l'enfant africain par une visite dans les installations de la radio-télévision nationale congolaise dans une activité d'éveil et d'inclusion sociale. Mais au-delà de cette sortie, l'école fait face à plusieurs défis, notamment le manque d'eau potable et d'infrastructures adaptées. À l'approche des vacances, les responsables plaident pour un accompagnement renforcé de ces enfants à besoins spécifiques. Diane Balaka, Sionde Emaka et Diego Mapangala. Je le prends, j'ouvre grandement la main et je tape seulement. Les élèves atteints d'autisme, de trisomie 21, d'infirmité motrice cérébrale et d'handicap mental modéré ou sévère du village Bondeko et Pelibanga à Kinshasa ont célébré à leur manière la journée de l'enfant africain. Une commémoration marquée par la visite des installations de la radio-télévision nationale congolaise, un univers qu'ils découvrent habituellement à travers leurs écrans. Instituée en 1991, cette journée rend hommage aux enfants de Soweto, en Afrique du Sud, qui avaient manifesté le 16 juin 1976 pour revendiquer leur droit à l'éducation. Pour l'orthopédagogue du village Bondeko, cette visite vise à favoriser l'épanouissement, l'ouverture au monde et l'inclusion sociale de ces enfants à besoins spécifiques. Oui, ça contribue beaucoup à leur épanouissement parce qu'on ne peut pas les garder en un seul endroit durant toute une année.
mais il faut de temps en temps le faire sortir, le faire déplacer, le faire découvrir certains milieux. Les responsables de l'école Libanga profitent de cette journée pour rappeler les difficultés auxquelles l'établissement fait face, notamment le manque d'eau potable et l'insuffisance d'infrastructures adaptées. Le thème retenu de cette année met justement l'accent sur l'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène, considérés comme des droits fondamentaux pour chaque enfant. Comme le thème de cette année, il y a garanti l'accès universel à l'eau. Par exemple, chez nous, à l'école, aujourd'hui, quand vous entrez, il n'y a pas d'eau. Les enfants ne savent pas faire, ne savent pas laver les mains comme il faut parce qu'il y a manque d'eau. Mais ils ont droit de cet accès-là universel à l'eau. Malgré un vaste espace disponible, l'école manque d'air, de jeux et d'équipements ludiques adaptés. Pourtant, pour plusieurs enfants, particulièrement ceux vivant avec handicap mental, l'école représente un cadre sécurisant où ils s'épanouissent davantage. À l'approche des vacances scolaires, les responsables indiquent ne pas être en mesure d'organiser un club de vacances, faute d'accompagnement et de moyens suffisants. Présente à cette activité, l'ambassadrice humanitaire de la RDC a salué les efforts en faveur de l'inclusion de ces enfants, a appelé à une plus grande solidarité. C'est la journée mondiale des enfants africains. C'est pour ça qu'on a choisi qu'ils viennent visiter la RDC. Au village Bondeko et Pelibanga, l'inclusion s'est vue au quotidien à travers l'éducation et l'accompagnement. Un engagement qui rappelle que chaque enfant, quelles que soient ses différences, a droit à la dignité, à l'épanouissement et à une place entière dans la société. De la rue à l'espoir d'une nouvelle vie à l'OCPR, des enfants abandonnés retrouvent peu à peu protection, éducation et repères fondés par la congrégation des serviteurs de la charité. Cette structure accueille et accompagne les jeunes autrefois livrés à eux-mêmes pour leur offrir une chance de réinsertion sociale et familiale. Lucie Lavichisenda et Patrick Kachala se sont rendus dans ce centre situé sur l'avenue Bypass dans la commune de Limba. Immersion dans le quotidien de ces enfants marqués par la vie mais désormais tourné vers l'avenir. Il a 6 ans et déjà pensionnaire au centre OCPR. Cet orphelin est parmi la cinquantaine d'enfants qui vivent ici au cœur de la commune de Lemba. C'est une structure créée pour aider les enfants qui sont en situation de rue, de trouver un lieu de protection, d'éducation, enfin d'une possible réinsertion socio-familiale. Nous avons les enfants de 6 à 17 ans. J'occupe des soins de santé des enfants. Ici au centre et dans la rue, nous sommes à 5. Il y a psychologue, éducateur, leader, chauffeur et des infirmiers 6 au moins. On descend de lundi jusqu'à vendredi des différentes communes. Quand on arrive, on commence à l'identifier. Et ceux qui sont malades, on leur donne les soins. Ils ont chacun une vie à raconter. Est-ce que tu peux me dire comment tu es arrivé ici? Oui, mais j'étais d'abord nocéaire qui se trouve à la 16e rue. Il m'avait ramassé quand j'étais tout petit. Quand j'avais une année, quelques mois, j'ai fait là-bas 12 ans. Comme là-bas, on prend seulement les enfants de 1 an à 12 ans, on m'a transféré ici. Est-ce que tu as une idée sur tes parents? Non. J'espère même quand c'est grand, je puisse même rencontrer un d'eux. Quel conseil donnerais-tu aux parents, par exemple, qui abandonnent les enfants dans la rue? Ce n'est pas bien ça. Il faut arrêter, il faut prendre soin de son enfant. Il faut arrêter aussi d'abandonner son enfant ou de les chasser. Leur jour est partagé entre loisirs, occupations et travaux d'équipe. OCPR a 5 centres à Kinshasa. Et tout ce que nous faisons pour les enfants, nous le faisons d'une manière participative. Nous organisons des activités socio-culturelles. C'est un traitement par rapport à l'ergothérapie. Et ça les réveille. On nous réveille soit à 5 heures. Pour les gens qui font le travail, il fait le travail, il balaye la parcelle et le terrain. Après le petit déjeuner, on part à l'école. Au petit déjeuner, on mange du pain. Du pain que nous-mêmes on fabrique à notre boulangerie qui se trouve à 15e. Quand on revient ici à 12 heures, et puis on vient manger. 15 heures, on sort, on révise pour l'école demain. Après ça, vers 19h juste, on vient manger le repas du soir. On regarde encore un peu de télé parce qu'à 21h, on doit aller se coucher. Peu avant d'atteindre l'âge de la majorité, ces enfants suivent une formation devant leur permettre d'être utiles à la société. Le travail se fait à travers 3 champs d'apostolat. Le premier, c'est l'équipe des infirmiers et des éducateurs que nous appelons une équipe mobile pour identifier les enfants
qui ont besoin de secours. Pour les enfants qui n'ont pas la possibilité d'identifier la famille, nous passons à la deuxième catégorie de notre service. C'est les centres milieux ouverts. C'est un centre qui est dans la commune de Matete, quartier Mpoudi, qui est au service des enfants qui sont dans la rue et qui n'ont personne. À ce moment, le tribunal pour enfants, aussi l'autorité communale, travaillent en collaboration avec nous pour parvenir à placer l'enfant dans un centre beaucoup plus éducatif. Comme ici, c'est le centre de la catégorie milieu fermé. C'est-à-dire les enfants qui sont ici, ils vont à l'école comme tous les enfants de la famille. Il y en a qui vont à la formation professionnelle, parce que nous avons une école professionnelle pour la formation de ces enfants. Et cette école possède comme filière boulangerie, menuiserie, esthétique, coupe-couture, peinture. Ce jeune sculpteur et écrivain est devenu autonome. Moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais été à l'école, donc je n'ai jamais étudié, mais j'ai appris dans la rue. Et quand je suis venu ici à OCPR, c'est grâce à la formation professionnelle que OCPR donne, j'ai appris l'alphabet et comment parler déjà français. J'ai appris l'ébénisterie, donc je gagne ma vie avec ça. Ce livre, ça parle de mon histoire, intitulé Balaba le Bota Mwanate. En fait, j'ai tout rencontré dans cet ouvrage. J'ai rencontré mon histoire et c'est quoi un enfant de la rue et quelle est la différence entre un enfant de la rue et un orphelin ou une orpheline et c'est quoi la rue. Il en est de même de cette adolescente qui s'est spécialisée dans la coupe-couture. Cet accompagnement contribue à occuper les jeunes et à éviter l'oisiveté, source des différents maux que souffre la jeunesse quinoise. Fuir les violences, abandonner son foyer et tout recommencer ailleurs. En République démocratique du Congo, la crise des déplacés internes continue de s'aggraver sous l'effet de la guerre d'agression rwandaise dans l'est de la République. Plus de 5 millions de déplacés sont aujourd'hui recensés alors que le monde a célébré le 20 juin dernier la journée mondiale des réfugiés placée sous le thème « Jusqu'à ce que chacun soit protégé ». Regard sur cette crise humanitaire qui ne cesse de prendre de l'ampleur avec Malumbela et Erika Bomba. Derrière chaque chiffre se cache un visage, une famille et une vie bouleversée. Chassés par les violences qui secouent l'est de la RDC, des dizaines de milliers de Congolais continuent de franchir les frontières pour trouver refuge, principalement au Burundi, où la pression humanitaire ne cesse de s'intensifier. Selon les données du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 100 000 Congolais ont trouvé asile dans ces pays voisins après avoir fui les affrontements armés et autres exactions de l'armée rwandaise. Si certains ont déjà entamé un retour volontaire vers Uvira, des milliers d'autres restent encore dans les camps, confrontés à l'incertitude et à la précarité. Surpeuplement, pénurie d'eau potable, conditions d'hygiène difficiles et risques de maladies rythment les quotidiens de ces familles déracinées. Face à cette situation, le gouvernement congolais, avec l'appui des organisations humanitaires, poursuit les actions d'assistance et de protection en faveur des réfugiés. Au-delà de l'urgence humanitaire, ces drames rappellent que la paix reste la réponse la plus durable à la crise de déplacement forcé. Mettre fin aux violences et créer les conditions d'un retour sûr et digne demeure l'aspiration des milliers de Congolais qui demandent qu'une chose, retrouver leur terre, leurs proches et reconstruire leur vie. Et derrière les chiffres alarmants des déplacés internes, il y a des vies brisées, des familles déplacées et des destins bouleversés. À Kinshasa, Touver Vundi fait partie de ces milliers de déplacés congolais contraints de fuir les violences dans l'est du pays, père de famille arrachés aux siens par les exactions de l'armée rwandaise. Il livre un témoignage poignant de son quotidien de déplacé de guerre et son combat pour survivre loin des siens. Un grand reportage de Malumbela. Quand les armes parlent, ce sont les familles qui se taisent. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la guerre d'agression rwandaise continue de jeter sur les routes des milliers de civils contraints d'abandonner leurs maisons pour sauver leur vie. Derrière les chiffres, il y a des destins brisés et des histoires de survie. Parmi eux, Touver Wundi, directeur provincial de la RTNC Goma,
a fui les affrontements pour trouver refuge à Kinshasa. Il raconte l'exode, la peur et le déchirement de quitter sa terre natale et les siens. La décision de me déplacer a été prise après moult réflexions sur ma sécurité personnelle. La ville de Goma est tombée le 27 janvier 2025 d'entre la main des agresseurs appuyés par le Rwanda. Nous avons résisté pour voir comment faire en sorte de sécuriser le personnel qui était sous notre protection ainsi que les installations. Ensuite, on a pris l'option de voir comment survivre durant la période de l'occupation. Nos ambitions de préserver le bien de l'État ont été mal perçues. Nous avons été arrêtés pendant plus ou moins une dizaine de jours dans la réunion, ensuite relâchés. Après, on nous a donné des superviseurs qui ne sont pas outillés à la matière de l'information publique. Plusieurs demandes m'ont été faites pour que je puisse d'abord changer la grille de programme de la radio et de la télévision, instaurer un programme de Kinyarwanda sur la radio et la télévision. Et tout cela, j'avais donné un refus catégorique. Aujourd'hui, loin de son épouse et de ses enfants, il tente de reconstruire son quotidien grâce au soutien de sa famille professionnelle. Ça fait une année que je ne vois pas ce sentiment d'être encore une fois dans cette chaleur familiale. Depuis que je suis arrivé, on a essayé d'instaurer un système de communication vespéral dans les 2-3 premiers mois. Après, il fallait s'habituer et leur habituer à notre absence. Me manque beaucoup. C'est pas facile. D'ailleurs, par moment, il me pose la question, papa, qui a repassé pour toi ce matin? Moi, il dit, j'ai appris à le faire seul. Mais seulement, il faut être trop résilient pour accepter le nouvel environnement, s'adapter à cet environnement. Mais ceux-là qui estiment qu'ils restent congolais, attachés à la mère patrie, gardons l'espoir et gardons les 2 pieds sur terre. Demain sera mieux qu'hier. Animé par l'espoir de retrouver un jour sa famille et son foyer, Touver Oundi lance à travers son témoignage un appel silencieux au retour d'une paix stable et durable. Exil, détresse et appel au retour. Les réfugiés congolais du Burundi brisent le silence à l'occasion de la journée mondiale des réfugiés. Des milliers de Congolais installés au Burundi lancent un appel pressant au retour vers la RDC, leur pays, loin de leur terre. Ces hommes, ces femmes et ces enfants décrivent une précarité qui s'aggrave dans les camps des réfugiés. Regardez. À l'occasion de la journée mondiale des réfugiés célébrée ce 20 juin, des milliers de Congolais vivant dans les camps des réfugiés au Burundi continuent d'espérer un retour dans leur village. Malgré les difficultés du quotidien, un moment particulier a récemment redonné le sourire à plusieurs familles. L'installation d'écrans géants par le président Félix Tshisekedi pour leur permettre de suivre les matchs des Léopards. Loin de leur terre natale, des milliers de Congolais ont trouvé refuge au Burundi après avoir fui les violences qui secouent l'Est de la République démocratique du Congo. Dans les camps, le quotidien reste marqué par de nombreux défis. Accès aux services de base, promiscuité et séparation familiale. Comme elle, de nombreuses familles continuent de vivre avec l'espoir de retrouver un jour leur village et de reconstruire leur avenir. Personnel est que cette guerre prenne fin car beaucoup de personnes innocentes ont été tuées. Ces victimes ne sont pas des acteurs politiques. Le sang innocent des enfants et des femmes a été versé alors que ceux qui font la politique vivent souvent dans le calme. Pour certains, leurs enfants sont en Europe, en France ou dans d'autres pays. Mais nous, qui nous sommes impliqués dans rien de tout cela, voyons nos enfants devenir des victimes. Ils sont tués ou privés d'éducation et de formation. Nous ne savons pas qui, parmi nos enfants, pourra devenir un jour président, ministre ou occuper une autre fonction importante. Pourtant, si nos enfants pouvaient étudier dans un pays en paix, nous pourrions espérer qu'ils deviennent demain des dirigeants ou des personnes utiles à la société. Mais malgré l'exil, le lien avec la mère patrie demeure intact. Des hommes, des femmes et des enfants réunis sous les couleurs de la RDC, oubliant pendant quelques heures les difficultés du quotidien
pour soutenir leur équipe nationale. En cette journée mondiale des réfugiés, les voix qui s'élèvent depuis les camps du Burundi rappellent l'urgence d'une paix durable dans l'est de la RDC. En attendant le jour du retour, ces compatriotes continuent de garder espoir, unis par leur attachement à leur pays et à son avenir. La commission ad hoc chargée du règlement des conflits coutumiers a tenu sa première audience publique vendredi dernier à Maluku, au centre des échanges, l'identification des candidats au poste de chef coutumier du groupement Bou en vue d'une solution concertée et durable. Fifi Mukundi et Joséphine Lyondo. La voie est désormais balisée pour aplanir les différends relatifs à la succession rotative au sein du groupement Bou dans la commune urbano-rurale de Maluku. C'est à travers le début des audiences publiques de la commission ad hoc consultative des règlements des conflits coutumiers instituée par le vice-premier ministre de l'Intérieur que ce processus a été lancé. Lors de cette première audience, la commission a procédé à l'identification des candidats au poste du chef de groupement devant les membres de communautés telles du groupement Bou et les villages environnants. Au total, 17 candidats issus des 3 clans que compte le groupement Bou sont en lice. En tout cas, de sentir que transparence. Nous faisons confiance à cette commission car elle incarne le principe de transparence et d'équité. Que Dieu accompagne ce processus dans un esprit d'unité puisque tous sont issus d'un même ancêtre. Après cette étape, la commission examinera les dossiers conformément aux us et coutumes du peuple Teke. La prochaine audience est renvoyée au mercredi où nous viendrons éventuellement attaquer les fonds. Ainsi, ce processus marque une avancée significative vers la résolution pacifique des tensions coutumières et ouvre la voie à une gouvernance plus harmonieuse au sein du groupement Bou. Et le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mokoko Samba, a clôturé sa mission économique dans la province de Sankourou par une étape à Lusambo. Au programme, visite de terrain, échange avec les opérateurs économiques et consultation avec les autorités provinciales afin d'évaluer les réalités locales et renforcer les actions en faveur du développement économique. Rodé Panda. Dès son arrivée à l'aérodrome de Lusambo, dans les Sankourou, le vice-premier ministre de l'économie nationale a procédé à l'évaluation des infrastructures aéroportuaires sur base des principales contraintes présentées par les responsables de l'aérodrome empêchant son fonctionnement. La piste d'atterrissage, longue de 1200 mètres sur une largeur de 21 mètres, présente une capacité de résistance limitée. Le manque d'énergie électrique est un autre calvaire économique. La solution proviendrait de l'Agence nationale de l'électrification et les services énergétiques en milieu rural et périurbain en serre, avec l'installation des panneaux solaires. Daniel Mokoko Samba a présidé une réunion de travail avec les membres du Conseil provincial de sécurité ainsi que plusieurs responsables des services publics. L'enclavement demeure le véritable frein de l'économie au Sankourou. L'économiste national Daniel Mokoko Samba a poursuivi ses visites de terrain à travers plusieurs infrastructures administratives, sociales et économiques de Lusambo, notamment les bureaux de l'Office des voiries et drainage OVD, le gouvernorat provincial, l'hôpital général de référence, les chantiers des châteaux d'eau, ainsi que sur les installations portuaires au Natra. Et qu'est-ce que je cherche? Renforcer l'activité économique à travers la République. Parce que l'économie de la RDC, ce n'est pas que le cuivre, ce n'est pas que le cobalt, ce n'est pas que le Haut-Katanga, ce n'est pas que le Lualaba. L'économie de la RDC, c'est toutes les 26 provinces. Et notre responsabilité, c'est justement de mettre un terme à cette contradiction. Comment est-ce que les gens peuvent être pauvres dans des territoires qui ne sont pas pauvres? Toutes ces descentes ont permis d'établir un état des lieux des infrastructures existantes et d'identifier les priorités susceptibles de soutenir la relance économique et le renforcement des services publics dans cette partie du pays. La mission s'est clôturée par une séance d'échange avec les membres de la Fédération des entreprises du Congo FEC, les représentants de la société civile ainsi que la notabilité locale autour des enjeux du développement et des priorités économiques du Sankourou. Renforcer la production nationale de riz et réduire la dépendance aux importations, tel est l'objectif au cœur du partenariat entre le Fonds des régulations économiques et les plantations et huileries du Congo, un projet structurant et dont le lancement est annoncé dans les tout prochains jours dans la province de la Mongala. Yolande Voka.
2 structures, un accord pour 3 objectifs. Augmenter la production nationale du riz, soutenir les producteurs congolais et contribuer au développement économique des territoires ruraux. Le FOREC mobilise l'instrument d'appui et assure le suivi des engagements. L'opérateur privé porte l'exécution technique, productive et commerciale. Le projet risicole de Bumba, dans un territoire de plus de 1,3 million d'habitants, doté d'une tradition risicole et d'un accès fluvial, en offre la première application concrète, à travers la société risicole de Bumba. Les fonds de régulation économique FOREC et la société risicole de Bumba se sont accordés à mettre en œuvre un programme intégré pour structurer et développer la filière risicole en s'appuyant sur le fort potentiel agricole de la région de Bumba. L'appui du FOREC s'articule entre 2 aspects. Le premier aspect, c'est celui de la subvention. Une subvention qui est dédiée notamment à l'encadrement de plus de 30 000 producteurs locaux et aussi à faciliter l'évacuation et la circulation de la production, notamment par la réhabilitation des routes de desserte agricole. Entreprise de droit congolais détenue à 100% par les plantations et huileries du Congo, la société risicole de Bumba va s'appuyer sur l'expérience de son actionnaire pour atteindre ses objectifs. Il est très important de créer un impact socio-économique et de pouvoir permettre aux communautés de développer leurs propres plantations, de pouvoir les rendre financièrement autonomes. Nous voyons que les provinces vont vraiment reprendre un souffle économique par rapport à cette initiative. Le lancement de ces projets interviendra dans le prochain jour dans la province de la Mongala. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Manono, dans la province de Tanganyika et partout ailleurs sur satellite, sur Facebook et en streaming. Restez fidèles sur la RTNC, la chaîne des grands événements. Je vous reviens le dimanche prochain avec le même plaisir à 20h. Au revoir.